Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans, et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de LegalOps. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la saison 3 du podcast où je consacre quelques épisodes à ce nouveau métier qui arrive en France. Mes invités sont tous des professionnels du droit et vous parlent sans détour de leur expérience, leur succès, leur vision et leurs difficultés parfois. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Le terme d'intelligence artificielle est entré dans le langage commun, mais sait-on vraiment ce que cela recouvre? C'est ce que j'ai notamment voulu savoir, et pour cela, j'ai avec moi deux invités, Soumi Saint-Auguste et Véronique Maugery, qui travaillent toutes les deux chez Lefebvre Sarrut dans le pôle recherche-développement et innovation. Bonne écoute! Bonjour à toutes les deux et puis merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout droit tout simple. Alors j'ai envie de vous poser une petite question. D'abord, comment allez-vous après ces journées de la transformation du droit il y a 2 ou 3 semaines? Bonjour Delphine, très bien et pleine d'ambition et de projets pour l'année prochaine. Bonjour Delphine également, et puis plein d'ondes positives prises au transfo du droit. Très belles journées en ce qui me concerne. Est-ce que je peux vous demander d'abord de vous présenter chacune votre tour pour que juste les auditeurs comprennent pourquoi je vous ai invité à venir parler de ce sujet de l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Moi, je suis Véronique Maugery. Je suis Product Manager à la recherche et développement pour le groupe Lefebvre Sarrut, donc, qui regroupe les marques Lefebvre Dalloz, Édition Francis Lefebvre, Édition législative, CSP notamment. Et moi, je m'appelle Soumi Saint-Auguste et je travaille avec Véronique Maugery au sein de la direction d'innovation du groupe Lefebvre Sarrut, qui a vocation à opérer et à travailler à échelle européenne. Donc, non seulement avec les marques que Véronique a citées, mais aussi avec toutes nos filiales dans 7 autres pays d'Europe, en Italie, en Espagne, Belgique, Pays-Bas, etc. Et par ailleurs, et comme tu le sais déjà Delphine, je suis présidente de l'association Open Law, le droit ouvert. Alors moi, je vous avais effectivement contacté sur ce sujet parce que je vous avais dit que j'avais vu une vidéo que vous aviez réalisée toutes les deux sur l'intelligence artificielle que j'avais trouvée super intéressante et du coup, je m'étais dit, ce serait un super sujet pour un podcast et donc, je vous avais demandé de venir en parler. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Est-ce que je peux vous demander de donner quelle est votre définition en fait à vous? Alors oui, Delphine, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des technologies qui vont essayer de simuler l'intelligence humaine, plus précisément le raisonnement, la résolution de problèmes. En fait, si tu veux, c'est comme un arbre avec de multiples branches, comme le machine learning, le NLP, Natural Language Processing, le speech to text, la traduction automatique, les systèmes experts, la reconnaissance d'images, et j'en passe bien d'autres. L'une des branches qui fait beaucoup parler d'elle actuellement, c'est le machine learning, parce qu'on a des technos d'apprentissage en français qui sont maintenant réellement matures. Et on voit émerger de l'IA dans à peu près tous les domaines d'activité, et bien sûr, y compris le juridique. Alors, il ne faut pas se mentir, parce que ça fait quand même plusieurs années que les différents acteurs, tous secteurs confondus, cela joue un petit peu en racontant qu'ils font de l'intelligence artificielle, en laissant penser qu'ils utilisent des algorithmes de machine learning qui apprennent tout seuls, alors qu'en fait, ils utilisent des technos bien moins révolutionnaires, comme les systèmes experts, qui reposent basiquement sur des enchaînements logiques, mais des systèmes qui restent quand même efficaces jusqu'à un certain point. Et tout est question d'usage, de cas d'application, et aussi de rentabilité, parce que faire de l'IA, c'est long et ça nécessite de vrais investissements. Peut-être que Soumi, tu veux ajouter quelque chose à cette définition? Oui, en fait, ce que je peux compléter, c'est dire qu'en 2021, moi, ce que j'observe, c'est qu'on assimile assez facilement désormais l'IA à la seule sous-famille
des technologies d'apprentissage machine et que, comme l'a rappelé Véronique, c'est important de dire qu'en fonction du cas d'usage, on peut tout à fait être intéressé à recourir au système expert et à des approches dites déterministes qui sont basées en fait sur des systèmes de règles. Et particulièrement pour nos métiers et particulièrement pour les processus juridiques, cette approche qui est faite de règles et de calcul, enfin, cette dimension computationnelle, comme on peut le dire autrement, elle reste tout à fait pertinente. Donc, c'est bien d'y revenir et de la réintroduire d'une certaine façon dans le paysage et dans le scope. Est-ce que vous pouvez donner chacune un exemple de système dit expert et IA pour qu'on comprenne bien la différence? Un système expert, par exemple, c'est ce qu'on va employer dans l'industrie quand on va vouloir automatiser une chaîne avec des événements déclencheurs, des actions, de l'exécution. Ça, c'est un système expert et c'est basé Donc sur là, effectivement, on n'a pas règle. besoin que la machine apprenne des choses toute seule. C'est une automatisation basique. Enfin, basique. Ouais. C'est ça? Ça peut être très complexe, mais disons que ça reste accessible pour la machine à coup de code explicite et de règles de si, alors, sinon. Là où l'IA, donc là, c'est l'acception qu'on a évoquée, hein, qui est l'apprentissage machine, évidemment, va embrasser de tout autre cas d'usage, mais Véronique peut en parler. Oui, quand on est sur du machine learning, en fait, on a vraiment une notion d'apprentissage qui est très itératif et on part pas de règles, mais on part de données. On part de données, on explique les bases à la machine et c'est la machine qui va apprendre. Par exemple, sur la reconnaissance d'images, tu vas avoir des images de passage protégé, des images d'autoroute. Tu vas dire à la machine, ça c'est un passage protégé, ça c'est une autoroute, ça c'est un passage protégé, ça c'est une autoroute. Et puis elle va apprendre elle-même à te dire, ah oui, alors là moi j'ai bien reconnu une autoroute, là j'ai bien reconnu un passage protégé. Mais à aucun moment, tu vas lui avoir dit, tiens, regarde, un passage protégé, il y a des lignes blanches marquées sur le sol, une autoroute, il y a des barrières de sécurité. C'est vraiment un peu comme si c'était un enfant qui apprenait à lire ou à marcher. À force de répétition, d'observation d'éléments qu'on va lui donner, de données d'apprentissage, l'IA va arriver à se construire. Alors, je n'oserais pas dire une pensée parce que ça ne va pas jusque-là, mais un raisonnement. Donc en fait, l'IA, enfin la machine, elle peut nuancer, s'améliorer. C'est comme ça, c'est à force de faire qu'elle apprend, c'est ça? C'est exactement ça. C'est à force de faire qu'elle apprend. Mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu complexes. C'est que, évidemment, dans la vie, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et qu'il y a plein de zones grises. Par exemple, si en termes d'apprentissage image, si tu commences à montrer une photo qui est un petit peu ambiguë, où tu as demandé de classer autoroute, passage protégé, et bam, tu as une photo de passage à niveau, ça va être un peu compliqué pour la machine. Donc là, il y a vraiment cette idée c'est très itératif. On regarde ce qu'a compris la machine, on corrige en disant, tiens, regarde, là, tu m'avais dit c'est une autoroute, en fait, c'est un passage protégé, etc., etc. Et c'est vraiment ça qu'on parle d'apprentissage parce que c'est quelque chose de long et et encore une fois, j'ai envie de dire d'itératif. On remet plusieurs fois le travail à la machine pour qu'elle puisse arriver à un modèle qui correspond à ce qu'on veut simuler. Ok, donc on a vu la définition, la différence avec le système expert. Du coup, la nature même du travail, est-ce qu'elle va être complètement modifiée avec le machine learning, je pense aux voitures connectées ou ça? Alors, en fait, je pense que c'est ce genre de révolution, c'est quelque chose d'ancré dans l'adoption de toute technologie au sens large. Si tu prends par exemple les voitures classiques non connectées ou les trains à grande vitesse, tu peux constater qu'ils ont totalement bouleversé le monde du travail et même nos vies. Avant cette révolution là, des transports, par exemple, Lille et Paris, c'était une petite demi-journée de trajet, une grosse demi-journée de trajet. Aujourd'hui, c'est 2h30 en voiture, c'est 1 heure en TGV.
Donc, ça change tout pour le transport de marchandises, le commerce en général. Ça rebat les cartes pour la répartition du territoire, les possibilités de business, ça booste la conso. Ça change largement la façon de travailler. Dans notre domaine, c'est un peu la même chose, mais c'est un cran au-dessus. Parce qu'on ne va pas essayer d'optimiser des capacités physiques, comme le déplacement, mais on va viser des capacités d'analyse, des capacités intellectuelles. Et on va dire que dans les multiples domaines, notamment du tertiaire, l'IA va être capable d'automatiser des tâches qui sont plutôt à moindre valeur ajoutée ou traiter des volumes de données qui submergeraient un humain. Et pour ça, on imagine, il y a, notamment dans le juridique, il y a un peu ce fantasme, ce cauchemar de juge robot, de juriste robot, un peu à l'image de ce qui s'est passé sur les chaînes de production industrielle. Bon, c'est pas quelque chose de réaliste, hein. L'IA ne va pas remplacer le juriste. Et pour autant, on peut quand même faire valoir, et ça, c'est le lien direct avec les approches déterministes qu'on évoquait tout à l'heure, Delphine. On peut faire valoir qu'il y a une partie des tâches à faible valeur ajoutée qui sont actuellement à la charge des équipes juridiques, qui peut être mise en équation d'une certaine façon parce que on gagne au global à les automatiser et à dégager du temps pour des opérations, des interventions qui font répétitives, intellectuelles et au conseil. Voilà, parce que celles-ci sont répétitives et se prêtent justement à cette industrialisation. Et tu vois bien que dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin effectivement de la sophistication des technologies de machine learning, mais qu'on va tout simplement se reposer sur des schémas de décision, ce qu'on appelle des arbres décisionnels. On va les coder explicitement et produire des systèmes qui sont tout à fait performants. Mais le fantasme qu'évoque Véronique sur l'IA qui remplace le juge, enfin, le juriste, l'avocat ou le magistrat, ce fantasme, il s'applique effectivement à la dimension machine learning de ces technologies, avec la capacité, par exemple, à inférer des données observées dans le passé, des tendances, donc ce qu'on va appeler des prédictions, voire des schémas d'action, des schémas de décision, ce qu'on va appeler de la prescription. Oui, parce que sans en faire un fantasme, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si la machine apprend au fur et à mesure et donc du coup une tendance se dessine, par exemple dans les décisions, comment est-ce qu'elle peut à un moment donné changer de décision, enfin faire un revidement de jurisprudence comme le ferait un humain. En fait, là, tu as un énorme biais sur notamment l'analyse des décisions de justice. Et c'est qu'aujourd'hui, finalement, tu n'as qu'une petite partie, même si elle est de plus en plus grande grâce à l'open data, mais des décisions qui sont exploitables. Et dans un dossier, la décision, ça n'est que un acte intermédiaire ou un acte final. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'affaire, tu n'as pas les conclusions, tu n'as pas le dossier. Donc, arriver à apprendre sur une toute partie finalement des éléments de décision, c'est une vraie difficulté. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, pour pouvoir apprendre quelque chose, elle a besoin de données qui soient suffisamment riches et de données qui soient représentatives. Et dans notre cas, ça va être compliqué sur les décisions de justice parce que tu n'as qu'un des actes de fin de procédure qui est accessible réellement. Et puis, bien évidemment, tu es dépendant de la géographie, tu es dépendant de plein de choses. Donc aujourd'hui, tu peux commencer à faire de la statistique, et la statistique assez utile et pertinente sur les décisions de justice, mais de là, imaginer qu'on arrive à avoir un système de machine learning qui reproduise le raisonnement d'un juriste, on n'y est
pas du tout, du tout, du tout, et heureusement. Aujourd'hui, les applications sont quand même multiples. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'usage de l'IA dans soit notre quotidien, soit surtout dans le quotidien des entreprises? Alors, à la fois notre quotidien et celui des entreprises, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du langage qui sont extrêmement intéressantes, notamment la traduction automatique. Tu peux aujourd'hui très, très facilement demander à Google de dire telle ou telle phrase en anglais ou en chinois. On commence à avoir des solutions de sous-titrage en direct des conversations dans les outils Microsoft, par exemple, avec aujourd'hui plus ou moins de succès. Et demain, on nous prédit, par exemple, le remplacement des acteurs de doublage par des intelligences artificielles. Tu aurais une IA qui prendrait, par exemple, la voix de Tom Cruise et qui remplacerait la version originale par la version française avec la même voix, les mêmes intonations que celle de l'acteur. Donc, rêve ou cauchemar, là aussi, je laisse décider. Oui, ça dépend pour qui. Il y a aussi quelque chose qu'on voit dans notre quotidien qui sont les suggestions de réponses automatiques sur le téléphone ou dans la messagerie mail qui va prédire les prochains mots que tu veux écrire. Dans ce cas précis, tu vois bien que les technos ne se valent pas toutes parce que tu as certaines technos qui proposent les mots fréquemment saisis. Et tu en as d'autres qui clairement analysent ta conversation, le message et font des vraies prédictions. Et ça, c'est limite flippant. Donc ça, c'est plutôt dans le domaine de notre quotidien. Dans le domaine des entreprises, la branche finalement où on a le plus d'intelligence artificielle, je pense, c'est la business intelligence, l'optimisation des traitements de données marketing et commercial. Donc là, c'est vraiment, l'IA est exploitée à fond et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, tu peux avoir, par exemple, les chatbots, tu sais, les agents conversationnels qui vont permettre d'aider un client en ligne et puis qui vont permettre aussi de basculer vers un contact humain quand ça devient un peu trop complexe. Oui, là aussi, il y a un peu de tout. Hein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui comprennent pas bien encore bien la question. C'est exactement ça. Et puis, tu as des systèmes experts où tu vas suivre un scénario et puis tu as des choses un petit peu plus évoluées. Tu as aussi la recommandation de produits, donc ça on connaît tous sur les sites marchands, les sites internet où parce qu'on a consommé, on a acheté ci, on va nous proposer ça, ou parce que des utilisateurs qui ont le même profil que nous ont acheté ci, on va nous proposer la même chose. Par push aussi, ça c'est un grand classique. Tu vas voir l'analyse comportementale des clients. Pour pouvoir identifier ceux qui sont à risque ou au contraire ceux qui ont un fort potentiel. Donc ça, c'est dans tous les secteurs d'activité, la grande distribution, notamment avec les courses en ligne qui se sont développées avec la crise sanitaire, mais dans les banques, là, tu as vraiment tout type d'industrie qui travaille sur ça. Il y a un gros morceau aussi sur le monitoring, l'analyse des émotions, de la e-réputation ou même de la veille sur les réseaux sociaux. Là, je lisais tout à l'heure que Twitch lance un nouvel outil de modération sur le cyberharcèlement sur base d'intelligence artificielle. Et aussi, côté entreprise, tu as la génération automatique qui commence à bien sortir, notamment la génération automatique de rapports financiers ou la génération automatique de dépêches. Donc ça, on a vu des exemples lors des 2 dernières municipales où ça te permet de traiter des milliers de résultats à vitesse grand V. D'accord. Mais alors justement, tu as parlé de cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle puisse contribuer à renforcer la cybersécurité? Alors, contribuer à la renforcer, oui. Alors, effectivement, quand on parle de cyberharcèlement, on pense à la protection des usagers, des citoyens et notamment des plus jeunes. Et avec les outils qu'a évoqué Véronique à propos de la plateforme Twitch, on peut imaginer que l'IA soit employée pour détecter, par exemple, très précocement, dès les premiers messages, dès les premiers commentaires, un comportement déviant. Mais
si on devait répondre à ta question sur le strict champ de la cybersécurité, il faut avoir à l'esprit qu'avant même que de parler d'IA, plus tu numérises en fait tes processus et tes données, moins il y a d'humains, disons, dans la boucle, et plus mécaniquement tu exposes en fait ton organisation. Donc là, je parle sur le terrain des entreprises, tu exposes ton organisation et tu prends davantage le risque que tes systèmes soient hackés et tu te rends plus vulnérable. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut avoir aussi à l'esprit que qui dit IA dit aussi contournement, dit hack, justement. On évoquait la voix synthétique de Tom Cruise en français. Donc, c'est ce qu'on appelle les deepfakes et qui, pour d'autres messages, enfin d'autres signaux qui sont les images ou la vidéo, peuvent leurrer déjà des systèmes de reconnaissance faciale. Ça, c'est un vrai problème. On peut imaginer de l'usurpation d'identité. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des banques qui utilisent la voix comme mot de passe, par exemple, où il faut dire My voice is my password et ça reconnaît votre voix et c'est ça le mot de passe en fait. Parce qu'on considère qu'effectivement, tous les systèmes biométriques sont plus difficilement hackables. Mais comme tu le sais aussi, ils posent des problèmes en matière d'utilisation et d'existence et de traçage des données personnelles, et en l'occurrence très personnelles, puisqu'il s'agit de ton visage, de ta voix, de tes empreintes. Et à la clé, tu as des questions de dérive sécuritaire, parce qu'on a eu des débats ici par exemple dans le sud, mais ailleurs, par exemple en Chine, autour de la reconnaissance faciale, de l'usage qui en était fait donc, par les autorités, mais avant même que de parler de reconnaissance faciale, parce que ça c'est du deep learning de haute volée, tu as tout simplement le traçage des données que tu laisses sur les réseaux, sur les plateformes, sur les services de messagerie, des données dans les contenus, mais aussi bien évidemment des métadonnées. Et toutes ces dérives qu'on observe et que beaucoup dénoncent dans les régimes autocratiques ou dans des démocraties dites illibérales, enfin, en tout cas dysfonctionnelles, vont par exemple faire l'objet de textes, ont d'ores et déjà fait l'objet de textes nationaux, mais seront aussi évidemment dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle dont le projet a été publié au printemps dernier et dont on attend la version définitive dans les prochains mois. Et à votre avis, alors je sais que ce n'est pas forcément votre domaine précis, mais comment on peut se protéger de ces dérives, en tout cas quand on est adolescent ou même adulte, mais comment, enfin, les recommandations de base, ce seraient lesquelles? Alors, les recommandations de base, elles passent par deux. Enfin, effectivement, ça n'est pas notre métier, mais ce qu'on sait dire aisément, c'est qu'elles passent à la fois par, évidemment, les outils, les choix par les organisations, mais aussi à titre individuel, au niveau des foyers, par exemple, si tu parles des enfants, les choix dans les outils, dans les solutions, notamment dans la capacité des plateformes numériques à produire en amont les informations les plus claires, les plus explicites et transparentes possibles à propos des CGU et de la consommation des données personnelles qui est faite. Et puis, elle passe aussi et surtout, et j'ai envie de dire, par de l'éducation, par du comportement, par l'assimilation de bonnes pratiques. Et là, c'est vraiment l'affaire, c'est le souci de toute une génération. Oui, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, en fait, je pense. On a beau le savoir, on a des réflexes qui ne sont pas toujours les bons, je pense. Mais bon. C'est exactement le mot réflexe et le mot-clé, je crois. Alors, je crois deviner votre réponse prochaine, mais est-ce que vous pensez que le recours à l'intelligence artificielle va encore se généraliser, se développer, notamment, alors là, je parlais plutôt dans un domaine qui vous est un petit peu plus
alors, je ne sais pas s'il vous est cher, mais en tout cas connu, dans les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Vraiment, oui, ça allait très probablement se développer. Comme l'a dit Véronique, il y a une vraie maturité de toutes ces technologies. Il y a une accélération aussi conjoncturelle du recours à des outils numériques en général, parce on en a mieux compris le bénéfice aujourd'hui. Tous ces outils qui empruntent à la data science qu'on a évoqué et qui vont permettre de faire du prédictif avec des approches statistiques combinées à du machine learning et qui vont, pour le coup, permettre d'ajouter de l'intelligence dans la prise de décision. Et puis, moi, j'aurais envie d'ajouter aussi qu'il y a tout le champ de la conformité et de la compliance où, clairement, on peut recourir, enfin, on a déjà recours à l'intelligence artificielle pour modéliser, donc en amont de la conformité, les risques pour les anticiper, pour les prévenir et aussi donc, pour faire ce qu'on appelle du prescriptif, pour suggérer des pistes d'action et de remédiation et d'amélioration. Et j'imagine que d'ailleurs, chez Lefebvre-Sarrut, vous utilisez l'IA dans, je ne sais pas, vos systèmes de formation, dans l'édition. Vous avez recours certainement déjà à l'intelligence artificielle? Oui, sur plusieurs projets, on a recours à l'intelligence artificielle. Et moi, je peux te donner l'exemple de celui sur lequel je travaille actuellement. Donc là, c'est vraiment dans le domaine de la recherche d'informations juridiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la grande majorité des moteurs de recherche juridique, donc Talos, Navis, Lexis, Doctrine, tout le monde cherche des mots-clés ou des expressions dans des documents ou des métadonnées. En fait, c'est vraiment la base du calcul autour de la pertinence, ce qui veut dire très concrètement que si tu veux obtenir une bonne réponse, il faut quasiment connaître les bons mots-clés, ajouter les expressions proches qui vont bien. Bon, normalement, les synonymes, ça, c'est déjà géré par le moteur. Mais par contre, en aucun cas, ton moteur de recherche va comprendre ton intention ou ta question. Il va chercher les mots dans ton document et puis il va les ranger un peu comme il peut avec de la statistique. Le truc, c'est qu'avec les technos de NLP, on peut quand même aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et du coup, moi, je vais faire un petit peu ma pub avec OKDoc, qui est le moteur de recherche qu'on teste actuellement chez Lefebvre Dalloz. En termes de techno, on va être très proche de Google. En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a entraîné l'IA à comprendre le juridique. Donc, sur la base d'apprentissage de données. Donc, on a donné en entrée nos données éditoriales, celles qui sont rédigées par des experts et issues de Dalloz, Francis Lefebvre, édition législative. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la base de questions et de réponses. Et on a fait un peu comme dans le jeu Jeopardy. On a donné des réponses à l'IA et puis on lui demandait de deviner des réponses. Donc, ça ne s'est pas fait en un coup. Ça a été quand même très, très, très long pour arriver à des résultats qui tenaient la route. Et ce qu'on a obtenu au bout du compte, c'est un moteur de recherche qui comprend l'intention de l'utilisateur, qui pose une question juridique et du coup, le moteur est capable de lui apporter la meilleure réponse possible rédigée par nos auteurs. Ça va permettre d'interroger en langage naturel, donc pas du tout en mots-clés, mais plutôt d'aller poser une question comme on le ferait à un collègue. Et comme on a une super pertinence, pas la peine de filtrer, et on se retrouve avec quelque chose finalement d'assez proche de Google. Donc ça, c'est sympa, c'est très techno, mais en vrai, ce que ça fait, c'est que ça fait gagner du temps, parce que soit tu as une réponse directe à ta question, soit tu commences à récolter les meilleurs documents pour démarrer l'analyse. Donc ce type d'IA-là, appliqué au juridique, c'est vraiment bluffant, parce que ce qu'on a fait, là, on l'a fait sur nos fonds éditoriaux, mais on peut imaginer d'autres applications. Par exemple, tu peux appliquer ce genre de système au knowledge management d'un cabinet ou d'une direction juridique. Et puis, on pourrait interroger la doctrine interne très, très facilement, encore une fois, comme si on posait une question à un collègue. Ou sur la formation aussi, je pense que ça peut avoir des intérêts vraiment. Sur la formation, on peut se retrouver avec les cas d'usage qu'évoquait Véronique, tu sais, sur l'analyse des comportements, de manière à détecter assez finement des besoins qui ne seraient pas couverts, de manière aussi à
alors profiler, le mot est vilain, mais disons définir des profils types d'apprenants au sein d'une organisation pour faire en sorte que, par exemple, les formations, les modules d'enseignement qui leur sont proposés soient le plus adaptés Ouais, voilà, c'est ça, à leurs besoins et à leur niveau. Et à leur niveau de maîtrise. Du coup, avec ces nouveaux pans du droit, quelles compétences il faut avoir? Parce que les juristes est-ce qu'aujourd'hui, ils sont suffisamment, à votre avis, formés pour faire un bon usage de cet outil ou est-ce qu'il faudrait de nouvelles compétences? Il faut à l'évidence de nouvelles compétences, mais j'ai envie de répondre que les juristes ne sont pas les seuls concernés. C'est qu'en fait, ça concerne toute une classe d'âge d'actifs et de jeunes actifs pour lesquels on a absolument besoin aujourd'hui d'intégrer le plus tôt possible un socle de connaissances et de savoir-faire, enfin, d'humanité numérique, qui sont désormais indispensables. Il y a des initiatives qui ont été lancées, qui sont intéressantes et qui, je trouve, tout à fait adaptées et pertinentes pour nos métiers. Par exemple, il y a quelques années, du côté de l'enseignement supérieur, on a remis à plat ce qui s'appelait jadis la certification informatique et Internet, qui est une façon de recueillir et de formaliser un niveau de connaissance, disons, technologique, dès le secondaire, mais aussi à l'université. Et donc, cette certification, elle a été remplacée par une plateforme de modules d'auto-évaluation, donc de ces connaissances et compétences numériques, qui s'appelle PIX et qui a une déclinaison aujourd'hui pour le droit, parce que tout simplement des facultés de droit se sont réunies et ont proposé une expérience pilote pour décliner en fait les modules d'évaluation numérique de PIX sur des sujets et des champs d'activité qui sont propres aux juristes. Donc, par exemple, avec des focus sur la preuve numérique, sur les échanges sécurisés, sur la notion de confidentialité et la façon dont elle se traduit dans les outils. Mais avant ça, et j'y reviens, je pense vraiment qu'il y a une dimension d'acculturation générale pour l'ensemble des actifs et même pour la population. C'est en fait, il faudrait même commencer adolescent, quoi. Complètement. C'est-à-dire que même adolescent, il faudrait le plus tôt possible être en mesure d'expliquer aux ados ce qu'est un serveur, ce que sont les protocoles d'échange d'informations sur le web, ce qu'est une donnée, ce qu'est une métadonnée. Et à partir de ça, oui, on peut commencer à parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de système expert. Et puis, j'ai une autre façon de répondre aussi à ta question, et là qui concerne directement nos métiers, c'est l'expérience en fait. C'est le learning by doing. C'est en manipulant et c'est en utilisant en fait ces outils, même par exemple au travers de tests, qu'on comprend intimement comment ces technologies fonctionnent, tournent et comment est-ce qu'elles peuvent être mobilisées utilement, avec quelle pertinence et avec quel intérêt et quel bénéfice en fait pour nos activités professionnelles. Et alors, quel nouveau métier, à votre avis, vont apparaître avec justement l'intelligence artificielle? Alors, dans le droit plus particulièrement, parce que ça nous intéresse, mais même en général. Oh, alors ça, c'est une question, c'est plus, c'est divinatoire. Les boules de cristal, là. Oui, c'est un peu boule de cristal, mais en fait, pour nos métiers, ce que je vois plutôt, c'est des nouveaux rôles. Au sein d'un même métier, c'est des nouvelles attributions et qui sont d'une certaine façon le prolongement de rôles existants. Donc typiquement, on voit bien que par exemple, demain, on a évoqué très rapidement le règlement européen sur l'intelligence artificielle, ça va se traduire en obligation et en recherche de conformité, de déclaration probablement de ce que on a recours à des systèmes d'intelligence artificielle qui répondent à tel niveau de risque tel que le prévoit le règlement. Un sujet comme ça, j'imagine
qui sera sous la responsabilité des actuels directeurs de la conformité, des compliance officers. Mais comme on l'a dit, c'est quand même assez trapu, c'est technique, c'est sophistiqué. Les législateurs et les régulateurs eux-mêmes ont eu beaucoup de difficultés à plancher sur le sujet pour imaginer un cadre d'exercice et puis pour garantir de la sécurité et de la confiance. Et ce qui va se passer, c'est que ces rôles-là, ils vont nécessairement et naturellement se positionner, disons, au carrefour, à la frontière, en fait, avec d'autres métiers côté IT. Donc, pour reprendre mon exemple sur l'intelligence artificielle et le recours aux algorithmes, on voit bien que demain, ces mêmes compliance officers dans les directions juridiques travaillent encore plus étroitement avec des data officers qui sont côté informatique, côté direction IT. Oui, donc ce sera en fait soit des moutons à 5 pattes avec des compétences hautes, soit s'entourer d'experts aussi pour pouvoir maîtriser un peu, en tout cas ce domaine en particulier, en plus du juridique, parce qu'effectivement, une seule personne ne pourra peut-être pas avoir toutes ces compétences-là. Exactement. À mon avis, c'est ça qu'il faut sans doute retenir, c'est que ça appelle nécessairement une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le mouton à 5 pattes, quand on est content d'en avoir dans son organisation, voilà, c'est... Oui, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare, c'est une chose. On en connaît certains, mais ça va pas répondre aux besoins de l'ensemble du marché. Et on devine bien combien il va falloir apprendre à collaborer et apprendre à travailler avec d'autres profils, d'autres métiers, et non pas simplement depuis son rôle traditionnel de directeur juridique, mais de façon, disons, plus paritaire, parce que les compétences se complètent nécessairement pour couvrir ces besoins nouveaux de sécurité juridique à propos d'intelligence artificielle. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette approche collaborative et pluridisciplinaire en ces temps où on se voit moins. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Quand bien même, il y a des outils pour le permettre, même si on ne se voit pas. Exactement. Exactement. Comment on peut vous contacter si les auditeurs souhaitent vous contacter éventuellement? LinkedIn, c'est un bon moyen. Moi, je trouve. Donc, il y a mon profil, Véronique Maugery. Je pense que vous pouvez m'envoyer un message par la plateforme. C'est extrêmement simple. Ok, donc je mettrai ton profil LinkedIn sur la description. Et Soumi? Super. Et Soumi, tout pareil. Sinon, je peux aussi partager notre compte Twitter. C'est le compte de la direction de l'innovation. Donc qui inclut la prospective dont j'ai la charge, mais aussi la R&D. Merci Delphine et merci à Tout droit tout simple. Merci de nous donner l'occasion d'expliquer une nouvelle fois le plus simplement possible, on l'espère, ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle permet, notamment dans le domaine du droit et du chiffre. Merci beaucoup Delphine, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi et avec Soumi. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit tout simple.